Welcome to this video on urban context in humanitarian crisis. The learning objectives of these videos are to understand why urban contexts are so important in today's humanitarian crisis, to understand the concept of urban essential services, and finally, we will discuss on the underlying vulnerabilities of urban areas. The world is getting more urban and the conflicts as well. Some 50 million people worldwide are affected by armed conflicts in urban areas. In addition, it is also estimated that 80% of displaced people find refuge in urban areas. On top of that, there is a sharp increase of protracted conflicts all around the world, resulting in an unprecedented level of humanitarian needs. Protracted conflicts in urban areas is a challenge for humanitarian response. Indeed, humanitarian approach has been mainly designed to address needs in camps or rural contexts. There is a lack of expertise and knowledge for urban settings. In addition, current funding mechanisms and programming, both mainly on a yearly basis, are not adapted to respond to humanitarian crises due to protracted armed conflicts. Urban areas are undoubtedly complex, and so is its definition as well. Tokyo and the village of 2,000 people in Angola are both officially classified as urban. There is clearly no agreed definition of the term. Definitions of urban are normally based on population density and/or geographic area defined by municipal authorities. In this course, we adopt a different approach. We propose that for humanitarian action, urban context to be defined as the area within which civilians vulnerable to disruption in essential services reside, and the network of components supporting those services. As shown in this figure, critical components of essential services, for instance electrical power plants, supply routes, water and wastewater treatment plants, are often located outside the city limits. Very distant active combat can thus have a dramatic effect on urban dwellers. Essential urban services are understood to be those services that are vital to ensure the subsistence of the civilian population, including electricity, water, health, wastewater treatment, and solid waste disposal. All urban services require three elements in order to function: people, meaning service provider staff, private sector contractors or entrepreneurs; hardware, meaning the infrastructure, but as well the equipment and the heavy machinery; and consumables, meaning the fuel, the chlorine, the medicines, etc. Disruption to an essential service occurs when the function of any of the critical people, hardware, or consumable are compromised. Short-term disruption to a service may not have a major impact on the survival of the civilian population, while its deterioration over the long term poses a greater risk, as we'll see later on. Urban areas are very complex entities characterized by a number of features which result in the residents being particularly exposed and vulnerable to armed conflict. The main vulnerability of people in urban context is their reliance on essential services. These services are beyond the technical capacity and the direct physical control of the residents. It affects the resilience of the inhabitants. The essential services consist of sophisticated large-scale infrastructure which rely on the availability of specialist expertise, or potentially fragile governance structures, or complex logistics. And some essential services depend on others simply in order not to fail. For instance, let's take the quality of health services. They will depend on potable water, on the consumable, and reliable power supply. Another example, groundwater, which can be as well contaminated by improperly maintained landfill sites. Another factor affecting the vulnerability is the scale. Because of the relatively large spatial scale of urban context, disruption to an essential service can have a large-scale impact. The destruction of a single power line can result in an electricity blackout across an entire neighborhood, comprising maybe 200,000 people.
Finally, densely populated urban areas are not only at greater risk from epidemics, they are also settings in which people can more readily clash with each other along opposing political, sectarian, or tribal lines, or across municipal political borders as well with the authorities. Humanitarian response in urban areas is a major challenge of today's humanitarian crisis. In order to summarize this introduction on urban context, let's watch the following ICRC documentary on urban challenges. L'approvisionnement en eau dans le contexte urbain est quelque chose de très, très particulier, très complexe, puisque l'eau, généralement, elle est concentrée à un endroit, elle est pompée ou elle est amenée depuis des points d'eau pour pouvoir la traiter. Il suffirait, par exemple, d'une bombe qui touche la station ou qui touche un des tuyaux qui sort de cette station pour approvisionner la population. Et là, nous avons une coupure d'eau pour une centaine de milliers de personnes. Malheureusement, dans les conflits, souvent, justement, l'approvisionnement en eau devient une cible, donc une cible stratégique. Effectivement, couper l'eau à une population, c'est la faire partir immédiatement. Et là, le CICR, là, nous avons un rôle majeur à jouer pour, d'une part, rappeler effectivement aux parties en conflit d'épargner ce genre d'installation, ça c'est une première chose. Et d'autre part, quand effectivement l'eau est coupée, c'est de trouver le moyen pour restaurer l'approvisionnement pour la population. Nous avons besoin d'être très très créatifs. Donc, nous avons quand même réussi à construire une station de traitement d'eau usée pour plus de 150 000 personnes dans la ville de Rafah. Et ceci grâce à l'ingéniosité de nos ingénieurs sur place, qui ont eu l'idée de reprendre en fait les éléments du mur de séparation qui avait été construit à l'époque entre l'Égypte et Gaza, et la bande de Gaza. Et nous les avons utilisés pour faire le fond des bassins en fait, de traitement. Et ça a permis effectivement donc, de redonner un peu d'espoir à la population, de voir qu'il était encore possible quand même de faire quelque chose dans Gaza, de construire malgré cet embargo. Et grâce à ceci également, nous avons pu entamer des négociations avec l'autorité israélienne. Nous avons réussi donc, à faire entrer les machines, etc., pour terminer cette station de traitement. Sans énergie, pas d'eau. Un grand défi pour le CICR, c'était de réinstaurer l'électricité. Donc, pendant le conflit, effectivement, on avait l'électricité qui était coupée régulièrement. C'était souvent des tirs qui arrivaient. Et là, le CICR, à plusieurs reprises, a assuré en fait, la sécurité, en quelque sorte, l'accès, en tout cas, aux techniciens de la ville de Gaza pour pouvoir se rendre sur les installations. Donc là, on parle des poteaux en fait, de transmission de l'électricité pour les remettre en place et réinstaurer l'électricité. Gaza sans électricité, c'est une Gaza sans eau, c'est une Gaza sans hôpitaux qui puissent fonctionner et c'est une catastrophe humanitaire immédiate. Il y a un lien direct qui est évident entre un manque d'eau ou une eau de mauvaise qualité et l'émergence de maladies, telles que le choléra par exemple. Et ça a été observé dans énormément de contextes. Dès qu'il n'y a pas une quantité suffisante d'eau pour la population ou que l'eau n'a pas pu être traitée de manière convenable, immédiatement nous avons la résurgence de maladies. Travailler en milieu urbain, c'est également essayer de fournir de l'eau. Et comment est-ce qu'on le fait? On le travaille en partenariat, de toute façon, avec les services d'eau qui peuvent être nationaux, locaux, régionaux. Et ceci, nous essayons également de les aider. Souvent, les personnes ont dû quitter le pays après un conflit. Et là, il faut reformer ces personnes-là. La clé, là-dedans, c'est effectivement, c'est toujours le contact, le dialogue, la compréhension mutuelle avec, d'une part, les parties en conflit, mais également les services publics. En Haïti, le CICR a eu un rôle majeur dans lequel il a assuré pendant des années la construction, la réhabilitation de bornes fontaines à l'intérieur d'un quartier qui s'appelle Cité Soleil, un quartier qui était contrôlé par des gangs à l'époque, dans lequel les autorités n'avaient absolument aucun accès.
Le CICR a réussi donc à redonner également la confiance aux autorités pour revenir là-dedans. Donc nous les avons accompagnés dans un premier lieu à l'intérieur du quartier lorsqu'il y avait des cassures au niveau du réseau de distribution d'eau. Et là, le CICR a été le seul à établir donc un projet de cette envergure. Et là, on parle quand même de 200 000 personnes qui ont eu accès à l'eau potable pendant plusieurs années grâce à cette intervention. Maintenant, les autorités sont presque indépendantes là-dessus. Elles arrivent à rentrer toutes seules et intervenir sur une réparation en n'ayant plus besoin de l'aide du CICR. Une des tendances qui est effectivement observée par le CICR, c'est ce que l'on pourrait appeler l'urbanisation galopante. Et là, nous voyons de plus en plus des quartiers qui se construisent à la périphérie des villes dans lesquels en fait, les services n'arrivent pas à suivre. Donc nous n'avons pas d'approvisionnement en eau souvent, où l'approvisionnement en eau est très très mal fait. Il est souvent sujet à des ruptures. Et ce sont des zones dans lesquelles énormément de tensions apparaissent. Cette tendance va continuer et nous devons continuer à nous spécialiser en quelque sorte là-dedans, en tout cas être prêts à rentrer dans ces quartiers et à réinstaurer en fait, les services ou les instaurer directement ou les faire instaurer par les autorités qui en ont la responsabilité. On voit des résultats. Réussir à réinstaurer l'eau à une population complètement apeurée et avec la possibilité de mourir parce que simplement ils ne pouvaient pas avoir d'eau, réussir à leur fournir l'eau, c'est une satisfaction énorme.